Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Espace TV, c'est l'heure du 22h, donc voici les principales articulations. Nos équipes de reportage ont fait le constat dans les différentes écoles de la capitale ce mardi. Le constat sur la reprise des cours est mitigé. Vous en saurez davantage dans ce journal. Et puis le décret pris par le chef de l'État convoquant le corps électoral ne respecte pas les dispositions de la nouvelle loi électorale, notamment son article 62. Vous en saurez également davantage dans cette édition d'information. Les vampires existent-ils? En tout cas, au Malawi, plusieurs personnes affirment qu'on leur a sucé le sang la nuit dans un village appelé Ngologoliwa. Reprise partielle des cours dans les écoles de Conakry. Pendant que le bras de fer se poursuit entre gouvernement et les enseignants grévistes, certaines écoles sont restées fermées, même si par endroits, d'autres ont accueilli des apprenants ce mardi. Mohamed Souma, Yacouba Traoré font le constat dans ce reportage. 9h, l'animation est de mise dès le premier cours. Élèves et enseignants sont présents en grand nombre, une habitude qui ne déroge pas au jour, comme le témoignent les statistiques, malgré les perturbations dans quelques écoles. Nous ne sommes pas en grève. La preuve, c'est les absences. Et comment on appelle la présence des professeurs qui dénotent ou qui dit que nous ne sommes pas en grève. Regardez les absences. Le taux est très faible. Le taux d'absence est très faible. Et au niveau des élèves et au niveau des enseignants. Quand il y a absence, c'est peut-être une personne. Les parents d'élèves, quand ils apprennent que quelque part ça ne va pas, ils viennent en courant nous envoyer pour nous demander de leur donner leur enfant. Surtout que nous partageons la cour avec l'école primaire. Mais on n'a jamais cédé à la pression des parents. Plus loin, au lycée Matam, cette image résume suffisamment la journée. Les statistiques ne sont pas reluisantes. Les encadreurs profitent de ce repos de circonstances. Les cours ont été arrêtés à 10h. La question qui revient instinctivement est de se demander quelle solution pour la fin de cette crise. Et puis le président de l'Union des forces républicaines s'implique dans la résolution de la crise qui persiste entre le gouvernement guinéen et les syndicalistes de l'éducation nationale. Sidia Touré indique avoir reçu le syndicaliste et a déjà entamé des pourparlers avec le président Alpha Condé pour une sortie de crise. C'est un entretien exclusif que nous vous proposons dans ce compte-rendu de Makiso et Bromassori Camara. L'approche de solution que préconise le président de l'Union des forces républicaines est de passer par le dialogue entre gouvernement et syndicalistes. Après avoir reçu et écouté les grévistes, Sidia Touré annonce. J'ai demandé au chef de l'État, le problème c'est que le président de la République a plusieurs conseils. Mais personnellement, je suis intervenu pour qu'une discussion s'ouvre, pour qu'on trouve des solutions. Peut-être que les demandes sont exagérées, mais il est toujours possible, dans le cadre d'une discussion, d'arriver à un moyen terme qui permettra à l'école de reprendre dans de bonnes conditions. Je continuerai à agir dans ce sens. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Ça, c'est une autre histoire, mais en tout cas, nous continuons de poser le problème en ces termes-là. Conscient du rôle de l'éducation dans le développement de toute nation, le haut représentant du chef de l'État affirme que c'est un défi qu'il convient d'affronter afin de trouver une issue favorable. L'éducation est au centre de tout. Dans certains secteurs vraiment avec lesquels on ne peut pas se permettre de ne pas trouver des solutions quand les choses se posent en ces termes. Depuis le 13, il y a ce problème. Je crois qu'il faut le régler. J'ai reçu les syndicalistes. Ils ont cherché à me contacter il y a 2 semaines, cela, je n'étais pas là. Quand je suis revenu, je les ai reçus. Je leur ai recommandé la modération. Joint au téléphone ce mardi soir, Aboubakar Souma affirme avoir eu un tête-à-tête avec les religieux qui ont été dépêchés par le président Condé. Il accepte de revenir autour de la table de négociation avec un certain nombre de préalables, parmi lesquels l'accès au point d'indice salarial de 1030 courant décembre 2017.
Comme annoncé dans les titres, le président de la République a pris un décret hier convoquant le corps électoral, mais ce décret devrait être repris ce mardi pour être conforme à l'article 62 de la loi organique 0039 portant sur la nouvelle loi électorale qui prévoit 60 jours avant le jour du scrutin et non 61 jours avant. Une erreur juridique sur laquelle le haut représentant du chef de l'État s'est exprimé. Il est au micro de nos reporters Makiso et Ibrahima Sori Kamara. Premièrement, je déplore le fait qu'on ait besoin de reprendre ce décret. Ça donne une idée du fonctionnement de l'administration, parce que ça, c'est pas le genre d'erreur qu'on peut commettre. En ce qui concerne le processus électoral, l'UFR s'y prépare, et nous nous y préparons en tant que parti. Certains de nos militants sont aujourd'hui candidats dans pratiquement plus d'une centaine de communes rurales. La CENI est passée nous voir. En son temps, vous vous souvenez, nous-mêmes nous avons salué cette manière de procéder. La situation finale dépend du gouvernement. Le fait de dépendre du gouvernement, c'est le fait de pouvoir décaisser l'argent nécessaire pour faire ce travail. Je pense que ça ne donne aucun pouvoir particulier à l'État. Normalement, c'est un processus qui a été mis en place, qui est consensuel, qui est légal et dont les fonds ont été prévus par le budget. Ce budget est en train de s'achever, donc j'estime que cet argent devrait être disponible pour aller de l'avant. Donc je garde encore mon optimisme. Mais malgré tout, le décret convoquant le corps électoral pour les élections locales de février 2018 est plutôt bien accueilli chez les acteurs politiques et de la société civile. Suivez leur réaction dans ce reportage de Mamadou Boy Diallo et de Vraiment Sori Sengsouma. La date du 4 février 2018, fixée par la CENI pour l'organisation des élections locales, vient d'être entérinée par décret présidentiel, une première sous l'ère Alpha Condé. La convocation du corps électoral est plutôt bien accueillie par des acteurs de la société civile. Il faut vraiment se réjouir du fait que maintenant, les dispositifs, en tout cas les différents actes, devant permettre la tenue de ces élections à la date qui a été prévue, donc le 4 février, les différents actes soient en train d'être posés. Il faut se réjouir de cela. Nous saluons aujourd'hui l'engouement qui se dégage et nous encourageons les candidatures féminines, les candidatures des jeunes, pour que les jeunes et les femmes puissent s'emparer massivement de ces communes rurales et des communes urbaines. La tenue des élections locales, qui se fait toujours attendre, était un point nodal de l'accord politique du 12 octobre 2016. Des acteurs politiques invitent donc la CENI à s'activer davantage pour le respect de cette date. Rapprochement justement des bureaux de vote à l'intérieur, ceci n'est pas fait partout. Et nous savons que la plupart du temps, il y a des difficultés encore dans certaines zones parce que les électeurs encore ne sont pas strictement confinés dans leur quartier et surtout dans leur district. Donc, la CENI nous rassure, les finances sont mises à leur disposition, le chronogramme déroulé est en train d'être pratiqué, d'être effectué, d'être réalisé dans le temps et dans les conditions. La convocation du corps électoral par le chef de l'État rentre dans le cadre du respect de la loi électorale. Les dernières communales, elles, remontent en 2005. L'association des jeunes leaders de l'Axe pour la démocratie et le développement a animé une conférence de presse ce mardi sur les différentes atteintes à la liberté de la presse en Guinée. Ces jeunes leaders se disent indignés par la situation que traversent les journalistes dans le pays et condamnent avec fermeté la lenteur de la procédure judiciaire sur le cas des journalistes agressés à l'Écho 3 de Matam. Mohamed Valek Touré, Abdoulaye Kamara pour le détail. La plateforme des jeunes leaders de l'Axe pour la démocratie et le développement constate avec amertume et regret les violences exercées sur les journalistes ces derniers temps en Guinée. Ce point de presse animé par ce mouvement de jeunes est une manière d'informer l'opinion nationale et internationale sur les difficultés que rencontrent les hommes de médias. Des violations graves et inacceptables de la liberté de presse dans notre pays, notamment des agressions verbales et physiques contre une quinzaine de journalistes le 31 octobre 2017, suivies de la destruction de leur matériel de travail
dictaphone, téléphone et caméra, etc. à l'escadron mobile numéro 3 de Matam. La suspension de la radio Espace FM pour 7 jours suivie de la mise en examen de Moussa Mouissila, directeur de Espace TV, pour, dit-on, avoir diffusé des informations considérées comme secret défense. Dans leur communication, ces jeunes de l'Axe ont lancé un appel à la haute autorité de la communication afin qu'elle joue pleinement son rôle, celui de la régulation des médias et de leur protection. Plus d'une quinzaine de journalistes ont été agressés, certains ont perdu la vie ces derniers temps. Les cas Mohamed Koula Diallo et Chérif Diallo ont été évoqués. Face à toutes ces violences contre les journalistes, le PJDD s'indigne et condamne ces pratiques tendant à museler la presse et exige donc au gouvernement le respect de la loi sur la liberté de la presse en rétablissant les victimes dans leurs droits. Vers la fin du mois de novembre, il y a eu beaucoup de violations des droits de l'homme, particulièrement la violation de la liberté d'expression en République de Guinée, en commençant par la répression dont ont été victimes une quinzaine de journalistes à l'Écho 18, donc disons à l'escadron mobile numéro 3 de Matam. Si ces demandes ne sont pas respectées, la plateforme entend poursuivre en justice les auteurs de multiples violences contre les journalistes. Le réseau des femmes de l'intersyndicale CNTG-USDG monte au créneau suite aux violences faites à l'égard des femmes. Ce mardi, des dizaines d'entre elles, vêtues d'accoutrements traditionnels, ont fait une marche pacifique de la Bourse du Travail à la Blue Zone de Kaloum. Marche au cours de laquelle elles ont fustigé les violences physiques, sexuelles et économiques dont elles sont victimes au quotidien. Alcénie Bari, Ibrahim Massouma. Vêtues du lépi pour certaines, du kendili pour d'autres, avec des fanions sur lesquels on peut lire « Halte aux violences faites aux femmes », le réseau des femmes de l'intersyndicale CNTG-USTG a entamé cette marche à partir de la Bourse du Travail jusqu'à la Blue Zone de Kaloum. Par cette mobilisation, nous dénonçons les violences que les femmes subissent en milieu de travail. Les violences physiques, les violences psychologiques, les violences verbales, les violences même administratives et puis les violences domestiques aussi. Ce n'est pas tout. Plusieurs autres violences faites aux femmes dans leur service sont dénoncées par ce réseau. L'appel que nous lançons envers l'autorité, c'est de stopper les harcèlements de toute forme de violence faite aux femmes en milieu de travail, que ce soit dans le secteur formel ou dans le secteur informel. Au cours de cette marche, les femmes ont réclamé leur autonomie, surtout leur indépendance économique. L'élaboration de la convention avec l'OIT fait partie de leurs demandes. Si les femmes ne sont pas protégées, j'avoue qu'elles n'auront jamais le courage de briser le silence. C'est en brisant le silence seulement qu'on pourra y arriver. Parce que là, elles se sentiront en force, elles se sentiront protégées et de ce fait, elles pourront dénoncer ceux-là qui les violentent. Et ce que vous savez, ça sera fait en sorte que la violence prendra fin. Constituant 52% de la population guinéenne, les femmes ont un rôle indéniable dans le développement du pays. Cela ne peut se réaliser que si elles s'y mettent. Les femmes aussi doivent se lever. Les femmes doivent être une et indivisibles. Il faut que les femmes arrivent à convertir ce poids démographique en dividendes politiques, économiques, sociales et surtout en force de négociation. Et puis, un constat, les centres de santé sont moins fréquentés par les jeunes. Les raisons peuvent être diverses, soit ils n'ont plus le temps d'y aller ou ils doutent de la qualité des soins offerts. Les autorités comptent inverser la tendance et bientôt des pères éducateurs seront déployés sur les lieux de loisirs identifiés afin que l'hôpital ne soit pas fréquenté qu'en cas de maladie. Il faut aller à l'hôpital pour prévenir les maladies. Djibril Ba, Korea Bokourman, reportage. Le choix du ministère de la Jeunesse n'est pas fortuit. Des jeunes qui doivent promouvoir des activités sur la santé productive sont essentiellement des étudiants. Leur mission, au terme de ces journées d'initiation, sensibiliser des personnes de leur âge sur les dangers des pathologies telles que les IST, infections sexuellement transmissibles. Aujourd'hui, nous voulons faire des jeunes acteurs de la santé puisque
Pour ceux qui ne connaissent pas, le ministère de la Jeunesse occupe une place importante dans la promotion de la santé, c'est la prévention. La jeunesse constitue une couche importante de la population, c'est elle la plus vulnérable, donc le programme de sensibilisation débutera dans un centre médical de l'université Gamal Abdel Nasser, un site où les pères et éducateurs croient transmettre réellement leur message. Les sites identifiés pour cette formation, il y a les centres conviviaux qu'on a à Conakry et à l'intérieur du pays, et à savoir Kindia et Labé. Il y a les Blue Zones de Conakry, des centres qui ont été équipés avec l'appui de l'UNFPA par l'intermédiaire du ministère de la Jeunesse. Des centres que nous voulons être opérationnels. Dans un passé récent, le département de la jeunesse s'est lancé dans la même initiative. Les résultats ont été encourageants, défend ces cadres, ce qui explique même la motivation du ministère. Et déjà la mise à disposition de cette salle de formation pour que cette formation puisse se tenir dans les meilleures conditions pour les jeunes, je pense que c'est une grande contribution de notre institution. 7 jours d'échange pourront permettre éventuellement à ces participants de rendre effectifs les enseignements reçus de leurs formateurs, des enseignements qui doivent être véhiculés aussi à l'intérieur du pays. Restons dans le même sillage et posons-nous cette question. Comment empêcher la sexualité précoce et freiner par ricochet les mariages d'enfants et comment éviter les maladies sexuellement transmissibles? Dans le cadre des journées d'activisme sur les violences faites aux femmes, l'ONG Femmes, Développement et Défense des droits humains en Guinée a regroupé samedi dernier le gouvernorat et toutes les sensibilités de la ville de Labé pour discuter de ces différentes questions. Mamadou Sadio Baldé était notre envoyé spécial. Il y a une forte tendance à contester nos valeurs, déclare le gouverneur de Labé. Notre jeunesse nage dans une dépravation qui ne dit pas son nom. Il suffit juste de sortir la nuit pour se rendre à l'évidence. Certaines mineurs sortent du domicile des parents pour ne rentrer que le lendemain. Ce qui pousse les familles à anticiper leur mariage. Il y a une sexualité précoce de sorte que ça appelle le mariage des enfants. Quand vous avez une fillette de 12 ans, qui sait déjà, qui connaît déjà le sexe. Or, le mariage est assis sur le sexe. Vous comprendrez que une partie des familles voudrait éviter la honte et donnent leurs filles très tôt en mariage pour que ces filles ne prennent pas de grossesse. La solution n'est pas la meilleure, reconnaît le gouverneur. Il revient à la société civile, aux ONG de faire de la sensibilisation pour minimiser les contacts sexuels précoces, poursuit-il. Sexualité précoce et mariage d'enfants, les conséquences sont les mêmes si des mesures adéquates ne sont pas prises. C'est les fistules vésico-vaginales, les filles tombent malades, elles ont des déchirures soit du vagin ou du rectum, qui génère vraiment des complications qui gâchent la vie de beaucoup de jeunes filles parce que par la suite, beaucoup ne savent pas qu'il y a des projets qui aident les femmes fistuleuses à être réparées, à subir des interventions chirurgicales. Le public s'est senti concerné par le débat. Si la dépravation de la jeunesse est une évidence en ville, les zones reculées, elles, sont assujetties au mariage d'enfants, d'où l'invite de cette jeune dame. Il faut faire des sensibilisations, surtout au niveau des parents qui sont au village, parce que c'est beaucoup fréquent au village qu'en ville, maintenant là. Les modes de transmission du VIH-Sida, la nécessité de cultiver les valeurs ancestrales et s'éloigner de l'acculturation ont été largement débattus par les conférenciers et les jeunes dans une pièce de théâtre. Ce n'est certainement pas le seul village qui manque d'eau potable, mais c'est sûrement l'un de ces villages qui en souffre énormément. Doumbouya, c'est dans la préfecture de Koya. Là-bas, il n'y a qu'un seul forage pour plus de 1500 habitants. Reportage, Mamadou Saliouba, Djibril Kaba Kamara. À Doumbouya, dans la préfecture de Koya, trouver de l'eau demande un effort et parfois même du temps. Ici, un seul forage pour tout le village. Pas de robinet dans ce secteur et c'est ce que demandent ces habitants qui veulent avoir de l'eau d'un simple tour de doigt. Ici est le seul endroit où on peut avoir de l'eau potable. C'est le seul forage pour tout le village.
Rien d'étonnant, et ce n'est pas la première fois que ces habitants demandent de l'aide à l'État. Ils peuvent toujours espérer, quoiqu'ici, ce sont les simples citoyens qui volent au secours. C'est Moutar Kabele qui nous a offert ce forage. Il n'est pas dans le gouvernement, il n'est pas ministre. L'État n'a qu'à nous aider à avoir un deuxième forage pour minimiser la pénurie à Doumbouya. Ces images n'ont rien d'extraordinaire, mais elles témoignent quand même de la souffrance des Guinéens à trouver de l'eau. Et on ne s'arrête pas à demander de l'aide, on pousse aussi à un examen de conscience. Je prépare le déjeuner tôt le matin et pour pouvoir le faire, il faut se réveiller très tôt, sinon c'est peine perdue. Combien de temps reste-t-il encore pour faciliter l'accès à l'eau potable à ses habitants? La réponse à cette question dépendra de la bonne volonté des décideurs. Après les Jeux universitaires, place maintenant au bilan. La direction des Jeux universitaires a dressé un bilan reluisant de la 3e édition de cette compétition sportive. Ces Jeux se sont déroulés dans plusieurs disciplines, notamment le basketball, l'athlétisme et le football. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a proposé des changements pour les prochaines éditions. Le point de presse a été suivi par Paul Fatia Tunkara. Le directeur national des Jeux universitaires se dit très satisfait de la qualité de l'organisation de cette 3e édition. Aucun incident majeur n'a été enregistré et toutes les fédérations des disciplines concernées ont été associées, le tout sous la houlette du ministère en charge des sports. Un bilan positif, un bilan qui laisse croire que très prochainement, nous pourrions encore faire mieux que cette année. Les fédérations sportives, à l'exemple de la Fédération guinéenne de basketball, c'est d'ailleurs cette fédération qui a organisé, qui a carrément organisé les compétitions universitaires dans cette discipline. Donc c'est pour dire que nous sommes déjà même en train de présager un partenariat avec la fédération pour que désormais elle puisse nous déployer des techniciens dans nos universités qui vont préparer nos universités, nos étudiants et qui vont accompagner les étudiants dans les prochaines activités sportives. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique félicite la direction nationale des Jeux universitaires et se projette sur l'organisation des prochaines éditions en proposant quelques améliorations. Même si tout a marché, il faut toujours essayer d'aller toujours plus haut. Comme le disent les Anglais, always up, never down. C'est-à-dire toujours haut, il ne faut pas descendre. Donc on va toujours essayer d'améliorer ce qu'on fait parce que il n'y a pas de perfection en la matière. Donc il faut toujours essayer de faire mieux que ce qu'on a fait aujourd'hui. À l'issue de ces compétitions, l'université de Kankan retourne avec une cagnotte de 22 millions de francs guinéens. Les hommes champions dans le football vont toucher 15 millions, alors que les femmes vice-champions dans la même discipline auront 7 millions. Ces exploits sont les effets d'une profonde implication du rectorat. Ça s'inscrit dans le cadre de ce que j'ai appelé la révolution tranquille à l'université de Kankan. Et le sport fait partie des réformes que nous avons engagées. Et depuis un certain temps, nous avons encouragé les jeunes à s'épanouir par le sport. Puisque, comme le ministre l'a dit, je pense que c'est une marque de santé. Ça permet aux étudiants de s'épanouir intellectuellement. La Direction nationale des Jeux universitaires et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont tous deux réitéré leur volonté de faire de l'université guinéenne un grenier du sport national dans un futur proche. Voilà, mesdames et messieurs, comment donc s'achève cette édition d'information. Cadrage pour vous, Abdoulaye Kamara, Koria Bokourma, Nalay Sidibé et Lamine Sidibé à la régie, le tout sous la supervision technique d'Ali Kaba de Francis Collier. L'info c'est aussi sur espace-tv-guinée.info. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes d'Espace TV. Regardons mieux.